Salut! Et tout d'abord, un grand merci pour votre confiance en ayant acheté cette vidéo sur le driver. Donc le driver est bien entendu un des clubs les plus importants dans le sac de golf et lorsqu'il est bien frappé, c'est un des clubs qui nous donne le plus de plaisir. Mais c'est également un club qui est difficile à manier. Moi, une des choses qui me surprend le plus, c'est que lorsqu'on achète un driver, qui peut coûter de nos jours de 500 à 600 euros même, c'est que quand il est livré, il vient dans une boîte et il n'y a aucun mode d'emploi dans la boîte. Donc notre objectif ici, ça va être de vous donner un tout petit peu un mode d'emploi pour que vous puissiez l'utiliser au mieux. Donc il ne sera pas question d'essayer d'apprendre à frapper la balle le plus loin possible, parce que ce n'est pas notre objectif. Et de la même façon, il ne sera pas question d'essayer de frapper la balle le plus droit possible. En réalité, on veut une combinaison des deux. On veut pouvoir frapper plutôt loin, plutôt droit et surtout le plus souvent possible. C'est ça qui va nous donner notre meilleur golf, notre meilleur niveau de performance. Le driver, une fois de plus, très important dans le sac de golf et souvent les amateurs, c'est le domaine du jeu où ils ont le plus à gagner. Donc la différence entre les amateurs et les pros est beaucoup plus grande au niveau des coups de 100 mètres et plus par rapport aux coups à l'intérieur de 100 mètres. Donc si on pense au putting par exemple, la réalité est que c'est les putts courts. La plupart des golfeurs, quel que soit le niveau, vont les rentrer. Les putts longs, quel que soit le niveau du golfeur, ils vont avoir tendance à faire deux putts. Il n'y a pas une énorme différence entre les golfeurs. Alors qu'avec un driver, il y a une différence énorme entre les bons et les moins bons. Un joueur élite, il va frapper son driver 70 mètres plus loin que la moyenne des amateurs. Et non seulement il va gagner 70 mètres par rapport à l'amateur, il va la frapper en plus plus droit et avoir moins de points de pénalité. Donc c'est vraiment important d'apprendre à s'améliorer avec ce club-là. On a vraiment plein de choses à y gagner. L'index peut vraiment chuter lorsqu'on sait le manier. Et donc, lançons-nous. Avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous regardiez attentivement ces deux images, qui sont les deux juste quelques instants après la frappe avec le driver, et que vous essayez de répondre aux questions ci-dessous. Donc tout d'abord, première question, dans laquelle de ces images l'angle d'attaque est-il le plus descendant, c'est-à-dire vers le bas? Ensuite, dans laquelle de ces images le loft dynamique, c'est-à-dire le loft présenté au moment de l'impact, est-il le plus élevé? Et suite à votre réponse à ces deux questions, lequel de ces coups a donc un angle d'envol plus élevé? Et je pense véritablement que votre réponse à ces deux questions est primordiale dans votre compréhension de la mécanique du drive et de comment on peut s'améliorer et faire un bon drive. Est-ce que le swing est pareil pour un driver par rapport à par exemple un fer? Oui et non. Évidemment, la réponse est toujours un peu floue. Oui, dans le sens où les grands gestes de base sont les mêmes que quel que soit le club de golf. Mais il y a quand même des petites différences. Donc par exemple, la première grande différence est au niveau de la position de balle qui, avec le driver, est plus en avant. Mais regardons cela d'un peu plus près. La position de balle avec le driver est donc différente qu'avec les hybrides ou avec les fers. Et tout particulièrement, si on regarde un bon comparatif, ici à gauche, on a le joueur qui est en train de frapper un fer moyen, un fer 9, fer 8, et la balle est davantage vers l'arrière, l'hybride un peu plus vers l'avant. Le driver, le club le plus long dans le sac, si on regarde l'image de droite là, sera positionné quelque part en dessous de l'épaule avant. Donc 1 ou 2 centimètres devant l'épaule, 1 ou 2 centimètres en retrait de l'épaule, c'est pas grave. De toute façon, c'est très difficile de la positionner exactement de la même façon à chaque fois. Tant que c'est dans le domaine, quelque part en dessous de cette épaule, tout est bon. Important ici de prendre ce repère toujours par rapport à l'épaule et non par rapport au talon du pied, parce qu'en fonction de la largeur du stance, on pourrait avoir la balle plus en retrait ou plus en avant par rapport à cette épaule. Et le centre du swing, le rayon de
de l'orbite du globe autour du corps est bien au niveau de cette épaule gauche. Donc le rayon du swing, c'est le bras gauche, le bras avant et le manche. Donc le point bas, le point 0, c'est directement en dessous de cette épaule. Donc ça, c'est notre référence au niveau de la position de balle avec le driver. C'est en dessous de l'épaule avant, en dessous de l'épaule gauche pour un droitier. Donc ici, si on représente cette position de balle directement en dessous de l'épaule avant, c'est une position de balle qui se situe au point bas de l'arc de swing. Donc ici, on a en bleu les pieds, on a la ligne qui marque le point bas, on a la ligne de cible en pointillé, et c'est également ici dans ce scénario la direction de swing et la base du plan, c'est-à-dire la gouttière. Et donc en vert, on a une représentation de l'arc, de la trajectoire de la tête de club. Et donc, lorsqu'on regarde la flèche violette, le plus on avance sur cette flèche violette, le moins l'angle d'attaque sera descendant et le moins le chemin sera intérieur-extérieur. Arrivé au point où il y a la balle, le chemin de club sera de 0 degré et l'angle d'attaque sera également de 0 degré. Ensuite, à fur et à mesure qu'on avance sur la flèche orange, on aura un angle d'attaque de plus en plus ascendant et un chemin de club de plus en plus extérieur-intérieur. Donc ici, théoriquement, avec la balle située pile poil au point bas, si on a un bon contact de club sur la face de club, on peut théoriquement frapper une balle droite avec le driver. Si on essaie de représenter cette géométrie ici, la géométrie du cercle, sur cette vue ici. Donc celle-ci, c'était la représentation vue telle qu'un joueur la verrait en regardant sur le sol. Ici, j'ai construit le plan. Donc je fais souvent l'analogie que le club est sur un plan incliné, et ce plan incliné, ça représente en réalité un peu le toit d'une maison, et donc la base du toit de la maison, j'appelle ça la gouttière, et ici, la direction de swing est de 0, la gouttière de ce toit est équivalente à la ligne de cible. On a le point bas, on a sur la partie arrière de ce cercle, là où il y a la flèche violette, c'est l'intérieur-extérieur, l'angle d'attaque descendant. Sur la partie où il y a la flèche orange, c'est angle d'attaque ascendant et chemin extérieur-intérieur. Donc ça, c'est notre géométrie lorsqu'on a la direction de swing à 0 degré. On a donc vu que la position de balle sera différente, elle sera plus en avant avec le club long. De la même façon, on aura un stance un peu plus large avec un driver, et parce que le club est plus long, on sera un tout petit peu plus loin de la balle lors de la position d'adresse. Maintenant, juste un point en ce qui concerne la hauteur de la balle sur le tee. Personnellement, j'aime bien voir à peu près la moitié de la balle au-dessus de la tête du club, mais c'est juste ce que je préfère personnellement. Et en réalité, on peut bouger la hauteur du tee en fonction du coup désiré. Mais c'est un bon point de départ, à peu près la moitié de la balle au-dessus de la tête de club. Maintenant, regardons un peu les gestes de base qui sont incontournables et qui sont présents dans tous les coups de golf. D'abord, en ce qui concerne le transfert de poids. Donc si on se met en position d'adresse, on va avoir les hanches décalées 2-3 cm vers l'avant, ce qui fait qu'on sera à peu près 55-60% du poids vers l'avant par rapport à l'arrière. Ensuite, lorsqu'on fait le backswing, les hanches ne vont pas se décaler vers l'arrière, elles vont rester là où elles étaient, voire même aller un tout petit peu plus vers l'avant. Donc on va dire on reste à 60-40. Ensuite 70-30, 80-20, 90-10, 95-5. Donc en continu, tout au long du swing, les hanches vont aller vers l'avant, et très particulièrement avec le driver, elles ont besoin d'aller encore plus vers l'avant qu'avec un fer neuf. Donc il se peut par exemple qu'avec un fer neuf, vous ayez un décalage suffisant des hanches, mais avec le driver, il en faut encore plus, et c'est une des raisons pour laquelle vous trouvez cela un peu plus difficile qu'un fer neuf. Donc quand on pense à la position de balle qui est plus avancée avec le driver, ça nécessite un glissement, un transfert de poids des hanches encore plus important pour pouvoir arriver à la balle avec une approche légèrement intérieur-extérieur plutôt que le grand extérieur-intérieur et le slice. Donc le transfert de poids en continu vers l'avant, super important avec le driver, et contrairement à ce que les gens peuvent penser parfois,
il en faut encore plus avec le driver qu'avec les autres clubs. Ensuite, on veut pouvoir garder la tête stable. Donc on ne veut pas que la tête se décale de droite à gauche et on ne veut pas particulièrement qu'elle aille de haut en bas, bien que cela sera plus courant. Mais on ne veut définitivement pas qu'elle aille de droite à gauche. Donc comment on fait pour garder la tête stable? Très important, c'est de comprendre comment fonctionne le corps. Donc si je suis en position d'adresse, je suis en flexion. Ici, je fais une extension. Je peux tourner vers la droite, je peux tourner vers la gauche, je peux faire une flexion latérale vers la droite, je peux faire une flexion latérale vers la gauche. Et en réalité, on fait tous ces gestes de façon simultanée et coordonnée tout au long du swing pour pouvoir permettre à la tête de garder stable. Donc à l'adresse, on est en flexion. Si je faisais un backswing et que je restais en flexion, ma tête se décalerait comme cela vers l'arrière. Donc c'est très important d'avoir une extension. Pareil, vu de profil, si je reste en flexion, la tête, vous savez, on vient de le voir, se décale vers l'arrière. Je fais mon extension, je suis ici. Donc j'aurais quand même perdu mon inclinaison au sol. Ma tête s'est décalée par rapport à la position d'adresse où elle était ici. Donc arrivé là, il faut également une flexion latérale vers la gauche pour un droitier pour garder la tête stable. Donc lors du backswing, on fait une rotation vers la droite, une flexion latérale vers la gauche et une extension simultanément tout au long pour arriver au sommet du backswing. Et au downswing, on inverse la tendance, on fait une flexion latérale vers la droite, une rotation vers la gauche et une extension après avoir au préalable être retourné en flexion du haut du backswing jusqu'à la position P6 lorsque le club est parallèle au sol dans la descente. Donc on fait tous ces gestes de façon coordonnée pour pouvoir nous permettre de garder la tête stable. Comme dit Jack Nicklaus dans son livre Golf My Way, c'est primordial pour quelqu'un qui veut s'améliorer. Et je crois, il dit même, le golfeur qui n'arrive pas à apprendre à garder la tête stable, travailler sur toute autre chose est futile, inutile, et c'est un golfeur qui ne peut pas progresser. Je pense qu'il exagère un peu, mais c'est montrer l'importance que donnait à la tête le meilleur joueur du golf de tous les temps. Donc c'est très important. Donc c'est très important parce que justement ça nous permet de maintenir un axe fixe autour duquel on va tourner les épaules, autour duquel on va pouvoir tourner la tête du club. Donc c'est l'analogie du compas. On a un point fixe et on tourne autour. Ça sera bien plus consistant en termes de direction, en termes de trajectoire de la tête du club. Ensuite, ces gestes vont nous permettre de créer de la puissance. Donc si je fais un backswing et je reste en flexion, mon backswing ne pourra pas aller plus haut que ça, mis à part si je commence à séparer les coudes, à fléchir les bras, à perdre la déviation au niveau du poignet, à perdre la structure de mes bras et de mes poignets en réalité. Donc arriver là, en réalité, pour avoir une longueur de backswing plus longue, on veut vraiment faire une extension. Donc là encore, avec le driver, on veut générer un peu plus de vitesse. Ça va être important d'avoir un maximum d'extension. Donc le plus on veut frapper loin, le plus on fera d'extension et de flexion latérale pour compenser cette extension. Le driver, comme tous les clubs, est construit sur un angle incliné, donc il n'est pas perpendiculaire au sol. Il n'est pas parallèle au sol, il est sur un angle incliné. C'est l'analogie que je fais avec le toit de la maison. Et donc, si on veut faire un swing plus ou moins sur un plan, il va falloir que les mains aillent vers l'arrière, vers l'intérieur et vers le haut simultanément tout au long du backswing. Donc, si on se met en position et que l'on veuille arriver à faire cela tout au long du geste, cela va nous forcer à tourner les hanches, à tourner les épaules, telles que les mains puissent continuer sur cette trajectoire. Si on fait un geste où le bas du corps sera figé et le bassin ne tournera que très peu, alors on sera limité dans la rotation du haut du corps. Donc on ne veut pas avoir un différentiel super important entre le bas du corps et le haut du corps. On veut que les hanches tournent pour permettre aux épaules de tourner également, pour permettre aux mains de continuer sur cette trajectoire. Ça va être quelque chose de très important lorsqu'il s'agit de respecter notre géométrie du cercle, mais également pour créer de la vitesse. Donc si on imagine, j'essaie de donner un coup de pied à cette balle vers la caméra, si je voulais le faire loin, je ne viendrai pas comme cela en ligne droite, je me mettrai ici de l'intérieur et j'enroulerai bien le pied autour de cette balle. Donc très important pour générer de la vitesse, d'avoir les mains qui vont vers l'intérieur. Donc le plus le club est long, le plus
on veut des distances, le plus on va aller vers l'intérieur, comme cela, le plus il va être nécessaire de tendre la jambe arrière. Donc si on pense aux plus longs frappeurs sur le circuit, un Dustin Johnson, un Bubba Watson, vous verrez qu'ils tendent la jambe presque au maximum. C'est comme cela qu'on génère de la vitesse. Incontournable au driver, on doit parler du niveau de la ceinture. Donc si je me mets en position d'adresse ici, et je mesure où se situe ma ceinture, elle est plus ou moins vers la hauteur de la base du logo sur mon grip. Si maintenant je fais mon swing et que j'arrive à la fin, et que je remesure où se situe ma ceinture, elle est maintenant juste au-dessus de la partie blanche de mon grip. Donc ma ceinture s'est bien levée facilement une dizaine de centimètres là, entre l'adresse et l'impact. Cela est un geste de flexion à extension. L'extension se passe au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau du bassin, également au niveau du torse et des cervicales, bien que ces deux derniers là ne figureront pas dans la hauteur de la ceinture. Mais ce geste de flexion à extension est très important pour nous permettre d'utiliser le sol, pour nous permettre un levier supplémentaire, pour nous permettre de générer de la puissance. Donc très simplement, au niveau sensation, lorsque vous arrivez à votre finish là, c'est l'idée de vraiment serrer le postérieur, d'être le plus grand possible avec le niveau de la ceinture. Il peut être très utile d'avoir en tête l'image d'un swing performant pour qu'on puisse savoir ce que l'on doit faire. Donc ici, on va utiliser le swing de ce joueur de haut niveau et c'est un swing ici qui est préconçu pour pouvoir faire un petit draw. Donc regardons d'abord de face les choses à noter importantes. Donc je vais mettre une ligne ici au niveau de la ceinture sur la gauche, une ligne au niveau de la tête, et la caméra ici n'est pas sur un trépied, donc ça ne va pas être parfait, mais cela va être suffisant pour nous donner une bonne idée de ce qui se passe. Donc si le joueur initie son backswing, il n'y aura pas vraiment de décalage vers l'arrière. Les hanches vont rester plus ou moins là où elles étaient, et pareil pour la tête. Et arrivé au sommet du backswing, le golfeur aura tourné les hanches, il aura tourné les épaules, et il aura fait cela en faisant une extension du côté arrière notamment du corps, une extension du bassin, une extension du torse, une extension du cou, avec une flexion latérale. Arrivé là, super important, ce que l'on va commencer à voir faire le joueur, c'est commencer à décaler les hanches vers l'avant, vers la cible. Donc, si on commence le downswing, les hanches vont vers l'avant. Donc la ligne jaune des hanches maintenant est davantage vers l'avant, qui va vers l'avant. Et cela en continu. La tête, elle, par contre, reste au même endroit. Si je me retrouve ici à P6, donc lorsque le manche, le shaft est parallèle au sol dans la descente, on voit que les hanches, le bassin continue à aller vers l'avant. Et c'est à ce moment-ci que le golfeur est à nouveau en la position initiale au niveau de la flexion du haut du corps. Donc si j'enlève maintenant les deux dernières lignes, ce que j'aimerais que l'on note ici, c'est la hauteur de la ceinture. Et à partir de ce moment-ci, la ceinture va commencer à monter et continuer à aller vers l'avant. Notez également la position du bras gauche et du club ici, qui, comme tout bon joueur, reste en ligne, ou bien légèrement le bras est
est orienté vers l'avant du manche. Donc le manche peut être légèrement en retrait par rapport au bras. Mais on ne verra jamais le contraire chez un bon joueur du golf. Si on continue, la ceinture continue à monter. On voit l'extension au niveau du haut du corps. Donc si je vais revenir, on va voir la flexion latérale vers la droite. Donc on arrive à P6, sa flexion latérale vers la droite est comme ceci. Et cela augmente tout au long de la descente, là, dans cette zone de frappe. Donc la flexion latérale qui augmente, qui sert à diminuer l'angle d'attaque vers le bas, qui sert à faire monter la tête du club, qui sert à faire monter l'épaule gauche. Si on continue, on voit bien les bras ici qui sont bien droits, donc il n'y a pas de flexion au niveau des coudes qui se séparent, il n'y a pas de flexion des bras. On voit l'extension au niveau du cou également, on voit le pied arrière qui est bien en train de faire une inversion du pied, donc c'est-à-dire on voit que le talon reste plus proche de la cible que la pointe du pied, parce qu'il y a un glissement important, c'est pas simplement une rotation. Et arrivé au finish, la tête va se décaler un tout petit peu vers l'avant et la ceinture va vraiment se lever. Donc si on trace juste le niveau de la ceinture, juste pour qu'on ait bien une idée de la hauteur de la ceinture qui monte, donc on se retrouve ici. Je vais faire une ligne juste là. Et arrivé à la fin, la ceinture est bien plus haute. Et ça, c'est l'extension au niveau des jambes, c'est-à-dire au niveau des chevilles, au niveau des genoux, au niveau du bassin, qui font que la ceinture monte vers le haut. Donc de face, je le rejoue de façon normale. Là encore, je pense que c'est très bien d'avoir une idée relative de ce qu'on est en train d'essayer de faire. Notez également bien à la fin, ici, la façon dont l'extension au niveau du haut du corps se fait bien au niveau des cervicales, du torse et non pas au niveau des lombaires. Le bas du dos, le bassin sont en fait relativement droit, relativement plat. Si on regarde de derrière, ça peut être une vue intéressante parce qu'on voit bien également le glissement des hanches. Ça permet de se concentrer sur cet élément. On voit bien à quel point elles vont vers l'avant, à quel point elles sont vers la cible. Si on regarde maintenant de profil, ici, donc on va voir les genoux qui changent progressivement de flexion lors du backswing, donc le genou avant fléchit, le genou droit se tend un peu, on voit les mains qui vont bien vers l'intérieur, la tête de club qui va vers l'intérieur, donc il n'est pas question d'avoir une tête de club qui au backswing aille comme cela, dans une ligne droite. Au contraire, elle vient vers l'intérieur, les mains vont vers l'intérieur, sur un plan incliné. Donc un bon repère ici, le bras gauche P3 est parallèle au sol, les mains se retrouvent plus ou moins vers la base du biceps, du bras arrière. Donc elles ne sont pas à mi-torse comme on voit parfois chez certains. Au sommet du backswing, les mains se situent derrière l'épaule arrière, en tout cas gauche de l'épaule arrière. Donc ça, c'est un geste de profondeur. Et ce geste de profondeur aide vraiment beaucoup lorsqu'il s'agit de revenir vers la balle de l'intérieur pour faire un intérieur-extérieur. À la descente, il va tourner, mais il ne va pas que tourner. Il va également glisser vers l'avant. Super important. Et donc le manche ici, arrivé à P5-5,
manche, en train d'intersecter son bras au milieu du biceps. Et s'il était en position où le manche était davantage haut, comme ceci, au niveau de l'épaule par exemple, cela serait une approche davantage extérieur-intérieur, ça serait un angle d'attaque davantage descendant. Très souvent, chez les joueurs amateurs qui jouent avec un slice très prononcé, on peut même se retrouver avec un manche de club qui se retrouve presque vertical ici. Il continue à descendre. Donc on voit qu'il n'y a pas une rotation excessive au niveau du bas du corps, donc on ne voit pas vraiment grand chose de la jambe gauche. Elle est encore cachée derrière la jambe droite, on voit juste un tout petit peu. On voit ici, au moment de l'impact, qu'on voit encore un petit espace entre le bras avant et le bras arrière. Et on voit ici, en l'occurrence, que son avant-bras avant pointe vers l'extérieur de la ligne de cible. En l'occurrence ici, si je devais être vraiment technique, je dirais que son bras gauche n'a pas allongé la poitrine assez vite et qu'il y a un peu trop de flexion au niveau du bras arrière. S'il y avait moins de flexion et le bras gauche longeait la poitrine davantage, son approche serait un peu moins intérieur-extérieur et il contrôlerait sûrement un tout petit peu mieux le draw qu'il fait en cette situation en l'occurrence. Néanmoins, c'est un très bon modèle à voir et on continue. Et le club revient sur l'autre côté du cercle. On voit bien la flexion latérale vers la droite ici de cette vue, la tête qui est restée relativement stable. Donc flexion latérale vers la droite, c'est ceci. La tête qui est restée stable, donc on voit bien également la flexion latérale vers la droite ici au niveau du cou. Donc l'oreille droite est plus proche du sol que l'oreille gauche. On voit qu'il n'y a toujours pas une rotation excessive, donc il n'y a pas de grand espace visible ici entre les jambes parce qu'il n'a pas tourné de façon excessive. Le pied droit est à un angle d'environ 45 degrés par rapport au sol, ce qui est un bon marqueur pour un joueur qui joue en draw. Et il y a une bonne symétrie, donc si on regarde au sommet du backswing ici, les mains à la descente sont donc par rapport aux épaules, donc ici à l'épaule, les mains sont juste en dessous de cette épaule. Alors, je vais faire ça en rouge, comme ça on le verra un peu plus clairement. Donc ici l'épaule arrière, les mains sont juste en dessous de l'épaule arrière. Et s'il est en train de tracer un cercle autour d'un point fixe, on devrait voir, quand il se retrouve de l'autre côté de la balle, quelque chose de similaire. Donc si on y retourne, c'est bien ce que l'on voit. Les mains réapparaissent juste en dessous de l'épaule, de façon plus ou moins symétrique par rapport à ce qu'il avait au backswing. Donc on sait qu'il a une direction de swing qui n'est pas excessivement vers la droite ou excessivement vers la gauche. Donc si vous ayez ces mouvements clés, ces gestes en tête, ces quelques repères, ils sont très importants. Et si vous Regardons un petit peu maintenant le sujet de l'angle d'attaque. Donc je sais que c'est un des sujets qui revient le plus souvent quand on parle du driver. Et ce que j'entends le plus souvent, c'est « Ah, c'est un driver, donc il faut que j'aie un angle d'attaque ascendant. Il faut que la tête de club remonte dans la zone d'impact. C'est obligé. » En réalité, ce n'est pas vrai. Donc là encore, quand on regarde les bons joueurs, on voit un peu des deux. Il y en a qui sont ascendants, il y en a qui sont descendants. Bien sûr, si le seul objectif c'était de frapper le plus loin possible, c'est davantage possible avec un angle d'attaque ascendant. Ça va nous permettre d'optimiser la distance et de frapper le plus loin possible. Un angle d'attaque ascendant. Mais en réalité, une fois de plus, on n'essaye pas de frapper simplement le plus loin, on essaye de frapper le plus loin, le plus droit, le plus souvent possible. Et donc, notamment si on pense aux bons joueurs, combien de fois arrive-t-il à un tournoi et au dernier départ, par exemple, il y a un joueur qui est en tête, qui défend 1 ou 2 points et qui se dit « Bon, ben, je ne vais pas frapper mon driver le plus loin possible, je vais faire un petit coup, je vais garder la balle en jeu. » Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait le joueur? Il met la balle plus bas sur le tee pour justement avoir davantage de contrôle sur la balle. Donc, ce n'est pas simplement le plus loin, on n'a pas besoin strictement d'un angle d'attaque positif, on voit les deux, on voit vers le bas, vers le haut, on voit tangentiel. Mais regardons un peu plus près maintenant,
comment ça marche et qu'est-ce que cela veut vraiment dire et comment avec notre swing on peut créer tel ou tel angle d'attaque. Allons-y. Regardons maintenant quelques notions importantes au niveau de l'angle d'attaque. Donc ici, on a la moyenne donnée par TrackMan chez le circuit américain aux États-Unis chez les hommes. L'angle d'attaque moyen est descendant de 1,3 degré. Et chez le circuit américain des dames, l'angle d'attaque est ascendant de 3 degrés. Et ceci sont les moyennes. Et quand on regarde ces moyennes, en réalité, il y a des extrêmes très importants. Et on va voir ça juste dans un instant. Mais il y a véritablement des extrêmes. Donc la moyenne, c'est une bonne chose, ça nous donne une idée, mais on voit un peu de tout. Donc très souvent, on dit parce que les joueurs amateurs ont moins de vitesse de club que les joueurs du circuit, autant regarder les moyennes du circuit chez les dames, parce qu'ils ont relativement la même moyenne de vitesse de club, 94 miles par heure, et je n'ai aucune objection avec ça, pas de problème. Donc quelque part aux alentours de ces moyennes, ça ne sera pas un problème. C'est pas ça qui va empêcher quelqu'un de très bien jouer avec le driver. Donc si on continue. Ici, on a un graphique que j'ai mis en place et sur le logiciel de TrackMan, il y a un certain nombre de joueurs qui ont leur swing et leurs données dans le logiciel sous forme de swing model. Donc ici, j'en ai pris quelques-uns. Et c'est très important de dire qu'ici, ce ne sont vraiment pas des moyennes. C'est juste sur un swing unique de tel joueur. Donc si on regarde par exemple deuxième partant de la gauche, Jon Rahm, que tout le monde connaît, il a un angle d'attaque ascendant de 5,2 degrés. Et ici, j'ai également mis la direction de swing. Donc il a une direction de swing d'1,5 degré vers la droite. Donc la direction de swing, c'est la direction dans laquelle se situe la base du plan. Donc elle pourrait être à gauche, c'est un chiffre négatif. Elle pourrait être pile poil vers la cible, ça serait un chiffre de 0. Ou elle peut être vers la droite, c'est un chiffre positif. Donc si on regarde les angles d'attaque, ici toute la colonne de gauche, ils sont positifs. Kevin Streelman encore positif 0,1. Après, ça commence à avoir des joueurs avec des angles d'attaque négatifs jusqu'à Matteo Manassero là en bas avec un angle d'attaque avec ce coup-là qui était à moins 7,7 degrés. Donc ce coup spécifiquement, je sais qu'il l'a fait au British Open et sa tâche, ce qu'il essayait de faire, c'était vraiment de frapper une balle très basse qui contrerait le vent et roulerait un maximum. Donc c'est pas sa moyenne d'habitude, mais c'est ce qu'il a fait sur ce coup-là. Donc pourquoi j'ai mis la direction de swing? C'est parce qu'en réalité, il y a une corrélation très importante entre la direction de swing et l'angle d'attaque. Donc tout simplement, le plus la direction de swing est vers la droite, vers l'extérieur, pour un droitier, le plus le joueur a tendance à avoir un angle d'attaque remontant, un angle d'attaque positif. Le plus la direction de swing tend à être vers la gauche de la cible, le plus le joueur tend à avoir un angle d'attaque descendant. Et cela se valide bien lorsqu'on représente tous ces chiffres dans un graphique. On voit bien que le plus la direction de swing va vers la droite, c'est un chiffre de plus en plus positif, le plus les angles d'attaque commencent à être ascendants. Le plus la direction de swing est vers la gauche, le plus la direction de swing, l'angle d'attaque est descendant. Maintenant, j'aurais très bien pu prendre ces données et au lieu de mettre la direction de swing, j'aurais pu mettre chemin de club. On aurait eu les mêmes corrélations. Un autre chiffre que j'aurais pu mettre pour avoir les mêmes corrélations, j'aurais pu mettre l'axe de rotation de la balle. Donc le plus il y avait un spin vers le draw, le plus ça donnerait un angle d'attaque qui tendrait vers l'ascendant. Et le plus il y aurait un spin de la balle vers le slice, le plus ça serait un angle d'attaque descendant. Donc cela est très important à comprendre quand on veut avoir un angle d'attaque qui soit ni trop descendant, ni trop ascendant. Il y a une très forte corrélation entre la direction de swing, c'est-à-dire le chemin de club, et l'angle d'attaque.
On a donc vu qu'il y a une forte corrélation entre la direction de swing et l'angle d'attaque. Donc pourquoi en réalité? Donc si je me mets ici à l'adresse et que je fais un backswing, ensuite je fais une descente et je suis le joueur typique en slice où les épaules vont tourner, les mains vont aller vers l'extérieur, le manche ici va être presque perpendiculaire au sol et je m'arrête à P6, le club quand il est parallèle au sol à la descente, et on voit que la tête de club là est à la droite de mes mains et entre la tête de club et la balle il y a peut-être 1 mètre de distance. Maintenant si je suis le joueur qui joue avec un grand hook, la même chose, je me retrouve à P6, la tête de club est à gauche des mains, beaucoup plus derrière le joueur. Et à ce moment-ci, il y a peut-être 1m50, 1m60 entre la tête de club et les mains. Si on regarde cela de face, le slicer, il se retrouve ici. Il y a peut-être 1 mètre entre la tête de club et la balle. Et je vais la bouger pour que vous puissiez vraiment le voir. Donc le slicer descend. Il y a peut-être 1 mètre entre la tête de club et la balle. Le joueur qui joue avec un hook, il y a peut-être 1m50. Donc maintenant, si je fais l'analogie et je dis que la tête de club, ça représente un avion, lequel de ces avions va atterrir de façon plus graduelle, de façon plus progressive? Est-ce que ça sera cet avion ici ou est-ce que ça sera cet avion ici? Et c'est bien entendu celui-là. De là, la tête de club a le temps de descendre, a le temps de revenir vers la balle. Ce sera un angle d'attaque beaucoup plus tangentiel que le golfeur qui se retrouve avec la tête de club ici, qui a très peu de temps en réalité pour revenir vers le bas de la balle. Et donc, le golfeur qui joue en slice, le par-dessus, l'extérieur-intérieur, ici, il va faire son chemin extérieur-intérieur, mais il aura également beaucoup de descente dans la balle. Le golfeur, contrairement qui joue en hook, il revient de l'intérieur, il aura davantage d'intérieur-extérieur et il aura un angle d'attaque plus tangentiel, moins descendant. Donc, c'est vraiment un des aspects les plus importants lorsque l'on regarde l'angle d'attaque et pourquoi il est descendant ou ascendant. C'est la direction de swing, c'est la direction dans laquelle le club vient pour venir frapper la balle. Est-ce qu'il vient de l'intérieur ou est-ce qu'il vient de l'extérieur? Est-ce que le joueur de golf a un grand mouvement par-dessus ou est-ce qu'il fait un glissement des hanches avec la tête de club qui reste davantage derrière lui? C'est de là qu'on a cette corrélation entre la direction de swing et l'angle d'attaque. Regardons ici quelques influences sur l'angle d'attaque. Donc premièrement, position de balle. Donc si on met la balle davantage en retrait, en arrière dans le stance, le plus l'angle d'attaque aura tendance à être vers le bas, et le plus on met la balle vers l'avant dans le stance, le plus il aurait tendance à être vers le haut. Ensuite, glissement des hanches. Le moins on fait de glissement des hanches vers l'avant lors du downswing, le plus l'angle d'attaque a tendance à être vers le bas. Le plus on fait de glissement des hanches vers la cible lors du downswing, le plus l'angle d'attaque a tendance à être vers le haut. Ensuite, flexion latérale. Le moins on fait de flexion latérale vers la droite lors du downswing, le plus l'angle d'attaque a tendance à être vers le bas. Le plus on fait de flexion latérale vers la droite lors du downswing, le plus l'angle d'attaque a tendance à être vers le haut. Et attention, quand je dis flexion latérale droite, ici, c'est bien entendu pour un droitier, le contraire pour un gaucher. Le moins le golfeur fait d'extension dans la zone de frappe, c'est-à-dire au niveau des chevilles, des genoux, du bassin, du torse, du cou, donc le moins il fait d'extension, le plus l'angle d'attaque a tendance à être vers le bas. Le plus il fait d'extension à tous ces segments du corps, le plus l'angle d'attaque a tendance à être vers le haut. Supination du bras avant. Donc le plus le bras avant tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le plus l'angle d'attaque est vers le bas, le moins il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, donc le moins de supination il y a, le plus l'angle d'attaque a tendance à être vers le haut. Au niveau de la hauteur du manche, si le manche lors de la zone de frappe n'est pas en train de monter, donc il est en train de rester à la même hauteur ou même aller vers le bas, c'est un angle d'attaque davantage descendant. Si le niveau du manche est en train de remonter, c'est un angle d'attaque davantage ascendant. Et enfin, longueur d'arc après l'impact.
Le plus, c'est un arc long après l'impact, donc c'est-à-dire au niveau du poignet avant, le moins il y a de déviation radiale, alors le plus l'angle d'attaque est descendant, le plus la longueur d'arc est courte, le plus il y a de déviation radiale, le plus l'angle d'attaque est ascendant. Donc ici, ce sont juste quelques références auxquelles vous pouvez vous attacher quand vous êtes en train de regarder votre swing pour vérifier d'avoir le juste équilibre entre tous ces éléments. Alors, comment on fait pour envoyer la balle haut et loin avec le poids vers l'avant? Donc la première chose, c'est qu'en ayant les hanches vers l'avant, cela va nous permettre de faire une flexion latérale comme ceci vers l'arrière, et tout en gardant la tête stable, la tête en un point fixe. En même temps, lorsque l'on fait cette flexion latérale vers l'avant, cela nous permet de faire une extension. Donc à l'adresse, on commence fléchi, mais à la fin du swing, on est en extension. Donc on commence fléchi, mais on est en extension. Comment ça se fait que lorsque l'on fait ce geste, la tête reste au même endroit? C'est à cause de la flexion latérale vers l'arrière, pour un droitier vers la droite. Le geste d'extension fait que les mains, le niveau du manche peut se relever dans la zone d'impact, ce qui permet à l'angle d'attaque d'être relativement tangentiel, moins descendant. C'est la même chose au niveau de l'épaule, la flexion latérale permet à l'épaule de monter, ainsi que la rotation également un tout petit peu va la faire monter. Donc ça, ce sont des facteurs, des éléments qui vont faire hisser, monter le niveau du manche, ce qui va diminuer la descente du club dans le sol. Donc ça, c'est très important. Il y aura un angle d'attaque relativement tangentiel. Le plus les hanches vont vers l'avant, le plus on peut faire d'extension tout en gardant la tête stable, dû au fait que la flexion latérale va venir remplacer cette extension. Donc, le plus les hanches sont vers l'avant, le plus il y a d'extension, le plus l'angle d'attaque est tangentiel. En même temps, lorsque l'on fait ces coups avec le manche vers l'avant, cela veut dire qu'il y aura plus de loft sur la face de club. Donc, si j'ai la face de club comme ceci vers l'avant, c'est une face de club, disons, ouverte, il y a davantage de loft. Si je mets la face de club davantage vers la gauche, il y aura moins de loft. Donc tous les joueurs qui viennent avec un par-dessus, avec un extérieur-intérieur, ils se retrouvent avec un scénario où il y a moins de loft sur la face de club. Tandis que le joueur qui joue en draw, il se retrouve dans une situation avec la face de club un peu plus ouverte, il y a davantage de loft sur la face de club. En même temps, lorsqu'on a le manche vers l'avant, cela encourage le golfeur à avoir un geste intérieur-extérieur. Et on a vu que avoir une direction de swing, un chemin intérieur-extérieur, permet à la tête de club, l'analogie encore une fois de l'avion, de venir atterrir de façon beaucoup plus smooth, beaucoup plus clean, beaucoup plus progressive. Donc le plus vous avez les hanches vers l'avant, le plus cela vous permet d'avoir une flexion latérale, ce qui veut dire que vous pouvez avoir davantage d'extension, ce qui veut dire que l'angle d'attaque sera moins vers le bas. Le plus vous avez le manche vers l'avant, le plus le loft dynamique sur la face de club sera ouverte, contrairement à fermée. Et le plus votre approche sera intérieur-extérieur, donc le plus votre direction de swing ira vers la droite pour un droitier, donc le plus l'angle d'attaque sera tangentiel. C'est pour cela que les joueurs qui frappent la balle le plus haut ont les hanches vers l'avant, le manche vers l'avant, et ils font une grande extension à travers la zone de frappe. Ici, nous avons une représentation de la géométrie du cercle pour un slicer typique. Donc cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est que la direction de swing, c'est-à-dire la base du plan, la gouttière, va être décalée fortement vers la gauche de la cible. Et bien entendu, ici, c'est pour un droitier, vers la gauche de la cible. Et ce qui se passe donc, c'est que malgré le fait que la balle soit frappée avant le point bas, c'est-à-dire sur la section de la flèche violette, avec un angle d'attaque descendant, le chemin, la ligne verte qui trace l'arc, on voit bien comment ici elle reste encore extérieur-intérieur. Donc c'est bien un slice avec un angle d'attaque descendant. Ici on voit bien la position en retrait du manche
que l'on retrouverait à la position d'impact avec la tête du club qui commence à dépasser les mains. Donc c'est la direction de swing qui est orientée fortement à gauche, la gouttière fortement à gauche qui mène à ce slice. Si on regarde à partir de l'autre point de vue, avec le plan en entier, on voit bien encore une fois là comme la base du plan est décalée vers la gauche de la cible et n'est plus similaire à la ligne de cible où on voit au bout le drapeau. Donc ça, c'est le cas typique du slicer qui fait le grand coup d'épaule au downswing, qui se retrouve avec le manche très vertical à la descente, avec la tête de club à droite des mains lorsque l'on observe ça de profil à P6, et avec le manche qui se rabaisse dans la zone de frappe. C'est le grand extérieur-intérieur, c'est le slicer typique. Nous avons donc vu la géométrie du cercle lorsqu'il concerne un joueur qui joue en slice. Donc le cerceau est orienté de cette façon, comme cela, avec l'approche du club extérieur-intérieur. Donc maintenant notre travail, ça va être d'essayer de faire des exercices pour changer cette orientation et faire que le cerceau se décale ainsi. Le premier exercice que l'on va faire, il s'agit de faire des coups, on va hisser le niveau du manche et on va l'orienter davantage vers l'avant. Ce que cela va faire, cela va nous permettre une approche venant davantage de l'intérieur avec un angle d'attaque plus tangentiel. Donc tout simplement, on va faire des tout petits coups en vraiment ayant cette position. À mon avis, vous allez la faire, vous allez vous dire waouh, qu'est-ce que c'est exagéré, mais n'ayez crainte, faites-le de plus en plus si vous voyez que vous avez encore du mal. Donc le manche en avant et vers le haut, et les épaules, vous pouvez les décaler un tout petit peu vers la droite, les hanches, vous pouvez les décaler vers la droite. Si on fait ça de profil, parce que ça sera bien plus visible, c'est comme ça. Donc on hausse le niveau du manche et on l'a vers l'avant, on se retrouve comme ceci. Donc dans cette vue, vous allez sans doute voir mon avant-bras gauche et mon avant-bras droit en dessous de ce niveau. Cela est très important. Et ce qui va être encore plus important, c'est de garder cette configuration jusqu'au moment de l'impact. Donc seulement des tout petits coups, demi-backswing, demi-coup à travers la zone d'impact. Et très important, lorsque vous faites ceci, est de vraiment maintenir cette configuration vers le haut, de résister au roulement des avant-bras. Donc il n'est hors de question de faire un roulement comme ceci pour essayer de donner un effet de draw. On veut le contraire, on veut le manche vers l'avant, vers le haut, et on ne veut pas de pronation excessive au niveau du bras arrière qui aurait l'effet contraire de faire sortir la tête de club du plan et de nous donner une approche extérieure-intérieure. Donc manche vers l'avant, vers le haut, on voit le bras gauche, et dû au fait que mes hanches sont vers l'avant, mon épaule droite sera plus proche du sol, ce qui va me permettre de garder de la flexion au niveau du bras arrière. Si mon épaule était trop loin du sol, mon bras droit serait obligé de se tendre excessivement pour rejoindre la balle, qui là encore engendrerait trop de rotation au niveau des avant-bras, qui commencerait à me donner une approche davantage extérieure, intérieure, et un angle d'attaque davantage descendant. Donc très important, hanche vers l'avant, épaule droite plus basse, manche vers le haut, et c'est des petits coups à partir de cette configuration. Et vous essayez pas de faire une balle droite, forcément vous essayez de faire une balle en push. Vous essayez d'envoyer la balle vers la droite de la cible, mais elle reviendra. Juste comme ça là. Donc la première chose à apprendre à faire, c'est bien hisser le niveau du manche et l'avoir vers l'avant. Ici, de gauche à droite, nous avons un comparatif d'un certain nombre de joueurs où notamment je compare la flexion du bras arrière. Donc si on regarde l'image de gauche, Trevor Immelman, il a très peu de flexion au niveau du bras arrière, du bras droit ici, comparé à l'image complètement à droite, qui est Tom Lehman, où on voit que le bras droit est très plié, il y a beaucoup de flexion. Et progressivement, de gauche à droite, il y en a davantage, de plus en plus de flexion. Okay. Donc ce qui est important à noter ici, c'est que le joueur à gauche, Trevor Immelman, était le joueur du circuit avec l'angle d'envol de la balle le plus bas du circuit pendant 4 années consécutives. 2010, 2011, 2012, 2013, personne n'avait un angle d'envol de la balle plus bas que lui.
Donc, ce qu'il faut penser à ces joueurs de gauche, sur le côté gauche, c'est que ces joueurs ont vraiment des difficultés à jouer en draw et qu'ils ont un angle d'attaque plutôt négatif et une face de club plutôt fermée à l'impact, d'où les balles basses. Pareil avec le joueur à côté, Charles Howell III, deuxième de la gauche, l'angle d'envol de la balle le plus bas du circuit en 2008. Ensuite, si on prend l'image du milieu, on a Greg Norman, reconnu comme un des meilleurs drivers de l'histoire du golf. Et on commence à voir qu'il y a davantage de flexion. Une autre chose que l'on commence vraiment à voir ici, c'est qu'on voit le bras gauche au-dessus du bras droit, au-dessus de l'avant-bras du bras droit. Ensuite, si on regarde à côté, il y a Kenny Parry et Tom Lehman. Donc deux des joueurs du circuit qui jouent avec le draw le plus prononcé. Ce sont des véritables machines à jouer en draw. Ils ne savent que faire ça et ils le font vraiment très très bien. Donc, si on regarde de gauche à droite, on pourrait dire que c'est de la balle la plus basse à la plus haute. On pourrait dire que c'est de l'angle d'attaque le plus négatif au plus ascendant. On pourrait dire que c'est l'angle d'attaque. On pourrait dire, pardon, que c'est la balle le plus en slice vers le plus en draw. On pourrait dire que c'est davantage de pronation du bras arrière vers moins de pronation du bras arrière, toutes ces choses. Ce qui est très important de noter, c'est que si on veut pouvoir frapper une balle haute en draw, et vraiment c'est ce que je recommande à l'énorme majorité des amateurs, il faut commencer à ressembler davantage aux images de droite comparées aux images de gauche. Donc si vous voyez les avant-bras dans ces images de gauche, ils sont tous en train de pointer quelque part entre la balle et les pieds du joueur. Sur l'image de droite, l'avant-bras est en train de pointer vers la droite de la balle, vers l'extérieur de la balle. Techniquement, celle que je préfère, c'est celle ici de Greg Norman où l'avant-bras droit est dans la lignée du manche. Mais c'est très important, commencer à reconnaître cette image parce que la position là du bras gauche, du bras droit est super importante. Un autre exercice pour remédier à ce chemin extérieur-intérieur est de vraiment se concentrer sur le mouvement des hanches. Donc le joueur qui joue en slice exagéré a un geste où arrivé au sommet du backswing, il y a davantage de rotation par rapport au mouvement latéral. Donc la réalité, il faut ces deux mouvements, mais il faut, pour le joueur qui joue en slice, il faut beaucoup plus de glissement latéral et beaucoup moins de rotation. Donc tout simplement, un bâton d'alignement ici, vous le mettez le long de votre ligne de jeu. Votre intention lors de votre descente, lors de votre downswing, doit être de ne pas tourner du tout, mais vraiment pas du tout. Ne vous en faites pas, en réalité vous tournerez, mais vraiment au niveau intention, c'est je ne tourne pas du tout. Et les hanches simplement vont glisser, vont coulisser parallèle à ce bâton d'alignement. Donc encore une fois, faites des petits coups pour en prendre bien l'habitude. Au downswing, simplement vous glissez le long de ce bâton d'alignement. Ce que vous devriez voir ici quand vous arrêtez juste après la balle, c'est les bras tendus, la tête centrée, au niveau de la ceinture ici devant le talon du pied avant, le talon du pied arrière qui s'est fait glisser, qui s'est fait emmener vers l'avant, comme cela, une inversion du pied arrière, plutôt que ce geste avec les hanches qui vont vers l'arrière et le haut du corps qui tourne. Donc très important, la sensation de glisser au maximum le long de ce bâton. Si je mets le bâton de cette orientation, là encore, de cette vue, c'est glisser plutôt que tourner dans la zone de frappe. Donc glisser au maximum. J'en fais une, je vais simplement me concentrer sur le glissement des hanches. Juste là. Je me tourne pour de face et j'étais vraiment dans cette configuration. Pour cet exercice, il s'agit vraiment de ressentir cette extension, le niveau de la ceinture qui se relève. Donc c'est faire un swing sans backswing. On commence en position d'impact, le manche relevé vers le haut, les hanches vers l'avant. Et de là, simplement avoir la sensation que en ayant l'épaule gauche qui monte, en ayant l'épaule droite qui plonge, on a une sorte de triangle formé entre le bras gauche,
l'épaule, les épaules et le bras droit. Et on garde ce triangle intact tout au long du geste là. Et lorsque l'on fait cela, vous vous apercevrez bien, vous commencerez à avoir une bonne sensation des mains qui sont en train d'aller vers le haut, de la tête de club qui est en train d'aller vers le haut. Donc à l'adresse et jusqu'à pleine extension. Si j'en fais une doucement, à l'adresse, hanche vers l'avant, manche vers l'avant, et pleine extension. Et là encore, c'est juste pour avoir un bon ressenti. Vous faites ça plusieurs fois et après vous pouvez essayer avec un petit swing avec la balle. Tous ces exercices, en réalité, ce ne sont pas des drills, ce ne sont pas des exercices au sens où on est en train d'exagérer quelque chose. C'est vraiment ce qui doit se passer lors de votre swing. Donc ça doit vraiment ressembler à quelque chose comme ça dans la zone d'impact. Cet exercice est pour bien ressentir la trajectoire de l'épaule arrière lors du downswing. Donc le joueur qui joue en slice, typiquement, il fait un backswing. Arrivé là, ce qui va se passer, c'est que l'épaule droite va rester très haute. C'est un geste de flexion avec le haut du corps. L'épaule gauche reste basse et on a notre part dessus. Vu de cette orientation, l'épaule droite, l'épaule arrière reste très haute. Ce que l'on voudrait qu'il se produise, c'est qu'arrivé au sommet du backswing, on commence à voir l'épaule droite qui descende davantage qu'elle ne soit montée au niveau du backswing. Donc, strictement parlant, les épaules ne vont pas tourner complètement perpendiculaires à l'inclinaison du dos, parce que à la descente, du fait que les hanches vont aller vers l'avant, on va commencer à voir l'épaule droite qui plonge un petit peu davantage. Donc, on ne veut pas que le bâton soit strictement comme ceci. En réalité, on veut que le bâton là commence à plonger. L'épaule droite commence à aller vers le bas. Le bâton reste davantage vers la droite pendant plus longtemps. Donc là encore, c'est pour se construire une sensation. Donc vous prenez un bâton d'alignement, vous le mettez sur les épaules, vous faites votre backswing et arrivez là, et la sensation que l'épaule droite va plonger, va aller vers le sol, vers le talon du pied droit, avant de remonter. Cet exercice, vous pouvez le faire facilement au practice. Vous mettez un objet, ici on a notre ligne de cible, ici on a notre balle. Vous mettez un objet juste à l'extérieur de la ligne de cible. On met une balle également à l'intérieur. Donc évidemment, si vous êtes un slicer typique, vous viendriez frapper cette balle. La raison pour laquelle je mets cette balle là ici, c'est également pour nous forcer à hisser le niveau du manche dans la zone de frappe. Donc on ne veut pas louper celui-ci, mais rester très bas. On veut que le manche se relève. Donc un saut de balle, et vous faites des coups en les évitant les deux, en relevant bien le niveau du manche. Représenté ici, nous avons la géométrie du cercle pour que le joueur qui joue en overdraw, qui joue en hook. Donc dans ce scénario-ci, qu'est-ce qui se passe typiquement? C'est que le joueur a décalé sa direction de swing fortement vers la droite. Et ici, je représente cela pour le joueur droitier. Donc ce qui se passe ici, c'est que la direction de swing est orientée tellement vers la droite que malgré le fait que le joueur soit en train de frapper la balle sur la partie ascendante, la partie avant du cercle, en avant du point bas, parce que cette direction de swing est décalée vers la droite, le chemin reste intérieur-extérieur par rapport à la ligne de cible. Donc ça, c'est le golfeur qui a le club excessivement derrière lui à P6 et qui va aller excessivement vers la droite lors de sa zone de frappe. C'est l'overdraw, c'est le hook. Si on regarde à partir de cette vue avec le plan de swing, on voit bien comme il a été orienté vers la droite, le plan de swing est décalé. Ça, c'est le hook. Pour les joueurs qui jouent en push, en overdraw, en hook, c'est donc une direction de swing, une géométrie du cercle qui est orientée excessivement comme cela vers l'extérieur. Donc ce qu'il faut faire, c'est le retourner pour que cela devienne comme cela plus neutre. Donc ce qui est important à comprendre, c'est que malgré la position de balle plus avancée, qui fait qu'il est davantage difficile de maintenir une approche intérieure-extérieure, en réalité, s'il n'est pas question, pour y remédier, de faire un geste excessivement intérieur-extérieur. Ce que l'on veut, c'est faire un geste intérieur-extérieur pendant plus longtemps. Donc il n'est pas question de faire davantage d'intérieur-extérieur, il est simplement question de faire intérieur-extérieur
pendant plus longtemps. Regardons maintenant quelques exercices pour travailler cela. Ce premier exercice consiste à accélérer les mains. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si je me mets en position d'adresse, le bras gauche forme un côté du triangle, les épaules forment le deuxième côté du triangle et le bras droit ici forme le troisième côté du triangle. Lors de mon backswing, le premier côté et le deuxième côté ne vont pas changer, mais le bras droit, le bras arrière va se fléchir et donc le troisième côté du triangle va devenir plus court. Lorsque je fais mon backswing, par conséquent, les mains vont se rapprocher progressivement de l'épaule arrière. Maintenant, l'important, c'est à la descente, il faut que les mains se rééloignent de cette épaule arrière. Si on est dans un contexte, un scénario où on va au sommet du backswing et ensuite les mains qui sont, disons maintenant, à une vingtaine de centimètres de l'épaule arrière restent à une vingtaine de centimètres de l'épaule arrière, ce que cela va faire, cela va induire un mouvement vers l'arrière de la tête, comme ceci. Et donc, le golfeur va se retrouver avec une position où l'épaule arrière est bloquée vers l'arrière. Et le golfeur va avoir une direction de swing excessivement vers la droite. Et il y aura beaucoup de rotation des avant-bras. On a le véritable risque de faire un grand overdraw. Donc il est important, lors de la descente, d'avoir bien la sensation des mains qui s'éloignent de l'épaule arrière. Donc j'entends souvent que lorsqu'un golfeur joue en overdraw comme cela, a le chemin, la direction de swing excessivement vers la droite, c'est que les hanches sont trop vers l'avant. Cela n'est pas le cas, c'est pratiquement impossible d'avoir les hanches trop vers l'avant. Par contre, on peut avoir les hanches trop en avant par rapport à la vitesse à laquelle les mains s'éloignent de l'épaule. Donc très important, la sensation c'est, vous arrivez au sommet du backswing, de là, les hanches glissent, oui, mais en même temps, les mains s'éloignent fortement et très vite de l'épaule. Je pense toujours à l'analogie, je veux dire, c'est comme avoir un coup de fouet, c'est comme avoir les mains qui initient le downswing, même si en réalité ce n'est pas le cas. Donc les mains vont de plus en plus vite vers la balle. Les mains s'éloignent de l'épaule arrière de plus en plus vite. Et bien évidemment, quand les mains vont plus vite, ça nous donne davantage de potentiel de vitesse également. Donc on gagne au niveau de la qualité de la courbe sur la balle et on gagne au niveau de la qualité de la vitesse. Donc tout simplement, vous faites des swings avec les mains qui s'éloignent de l'épaule arrière plus vite. Cet exercice maintenant, j'appelle l'exercice du parapluie. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? Très souvent les joueurs qui ont un overdraw, quand ils vont à travers la balle comme cela, ils auront davantage de déviation cubitale et une face de club qui se referme très vite, comme cela. Et arrivé à ce moment-ci, la face de club pointera vers la cible tellement il y a eu de rotation au niveau des avant-bras comme cela. Vu de cet angle-ci, ça ressemblera à cela. Ce prochain exercice, j'appelle l'exercice du parapluie. Donc, on sait que la direction de swing est excessivement vers la droite. Donc, tout simplement, un golfeur peut commencer à avoir la sensation d'avoir le manche qui se dirige, qui s'oriente davantage vers la gauche comme ceci dans la zone de frappe. Néanmoins, ce que l'on produit en général lorsqu'un bon joueur fait ça, c'est qu'il passe des overdraws à des pull-hooks. Parce que la relation entre la face de club et le chemin de club reste la même. La face de club reste très fermée au chemin de club. Donc malgré le fait que le chemin soit meilleur, la face de club se retrouve trop fermée. Donc qu'est-ce que doit faire ce joueur pour essayer d'enlever un peu l'effet sur la balle? Il doit faire le coup du parapluie. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand il finit à cette position ici, on va s'arrêter lorsqu'on est à P9, le golfeur doit avoir un maximum de déviation radiale au niveau du poignet avant et il doit avoir la sensation d'avoir le dos de la main, d'avoir la face de club qui repointe vers la caméra. Le golfeur qui fait l'overdraw se retrouvera sans doute avec une position où il y a davantage de déviation cubitale, une face de club qui pointe vers le sol, et là on ne voit pas du tout la face de club. Je vois l'arrière du club. Donc c'est comme avoir un parapluie en main au finish. Donc je serai là avec mon parapluie, mon inclinaison est maintenue, mon parapluie est parallèle à mon inclinaison, la face de club repointe vers l'arrière. Vu de cette vue-là, ça donne ceci.
Donc cela pour enlever l'effet une fois qu'on a maîtrisé le chemin davantage vers la gauche. Quand on pense aux bons joueurs de club, ce qui les différencie par rapport aux joueurs élites très souvent, c'est le fait qu'ils ont appris à faire une bonne extension dans la zone de frappe. Ils ont appris à être puissants et le plus on apprend à faire de l'extension, le plus on a tendance à en faire. Parce que véritablement, ça accélère la tête de club grandement, ça nous donne beaucoup plus de vitesse. Donc ce que font ces joueurs de club, ils apprennent à faire ça de plus en plus, mais ils n'arrivent pas à le réguler en fonction également de la flexion latérale et de la rotation. Donc ils se retrouvent souvent à faire l'extension comme ceci, où en réalité ils perdent leur inclinaison au sol et ils repartent comme ça. Donc quand ils repartent comme ça, on voit la tête qui va vers l'arrière, on voit les hanches qui vont vers l'avant. Donc il y a trop d'extension. Et quand je dis trop d'extension, non, je ne veux pas dire qu'il y a trop d'extension en réalité, parce que le plus on en fait, le mieux c'est. Il n'y a simplement pas assez de flexion latérale, il n'y a pas assez de rotation pour aller avec, pour permettre de garder la tête stable. Donc ces joueurs se retrouvent comme cela. Donc un exercice tout simple, vous avez un ami ou vous avez deux bâtons d'alignement par exemple, et vous demandez à votre ami de mettre le bâton d'alignement près de votre tête. Là encore, c'est un exercice que faisait Jack Nicklaus tout le temps. Lorsqu'il ne jouait pas très bien, il demandait toujours le pro de club, le plus souvent au club là où il jouait le tournoi cette semaine-là, et il leur demandait de maintenir un bâton près de sa tête. Donc vous demandez à un ami de maintenir dans le bâton et vous faites des swings comme cela où le bâton reste exactement en place. Ça vous permettra de faciliter la tâche, de garder votre inclinaison au sol et vous en commencerez à en avoir une sensation bonne. Cet exercice maintenant est dans la même lignée que celui où on met le bâton au niveau de la tête pour pouvoir maintenir son inclinaison par rapport au sol. Donc j'ai dit qu'il était possible de perdre l'inclinaison du dos avec la tête qui va vers l'arrière, mais c'est également que lorsque l'on fait ça, les hanches qui vont vers l'avant. Donc un exercice pour travailler le postérieur, on va se mettre contre un mur, sans club, postérieur contre le mur. Il est question de s'entraîner à faire un backswing où la fesse droite, la fesse arrière vient frotter le mur en allant vers l'avant lors du backswing. Ensuite, quand on redescend, on se retrouve avec les deux fesses sur le mur. Et ensuite, quand on traverse la balle, on se retrouve avec la fesse gauche contre le mur. À tout moment du swing, on a le postérieur sur le mur. Le postérieur ne doit jamais quitter ce mur. Donc on brosse le mur vers l'avant, les deux fesses sur le mur, la gauche sur le mur. Et ça permettra de garder les bons alignements au niveau des hanches, au niveau du bassin. Donc combiné à l'exercice avec la tête, cela permettra de bien maintenir l'inclinaison tout au long de la zone de frappe pour bien maintenir une bonne direction de swing aux alentours de 0 degré plutôt qu'excessivement vers la droite. Un autre exercice que vous pouvez faire, il s'agit d'avoir le poids le plus en avant possible dès l'adresse. Et parce que le poids est déjà vers l'avant, parce que l'épaule est déjà vers l'avant, ça nous donne la permission ensuite de nous concentrer exclusivement sur l'aspect rotatif en redescendant vers la balle. Donc un joueur qui commence relativement neutre, 50-50, et qui progressivement a les hanches qui vont de plus en plus vers l'avant, ça requiert un certain timing avec la rotation, avec la flexion latérale. Et ce timing, s'il ne se produit pas très bien, il est très facile d'avoir la rotation qui surpasse la vitesse de la flexion et de la rotation. Et donc le chemin se retrouve à aller excessivement vers l'extérieur. Par contre, si le joueur commence avec la hanche davantage vers l'avant, cela veut dire qu'il peut tourner autour de ce point fixe et il n'aura pas besoin d'avoir peur de faire l'extérieur-intérieur avec le club qui redescend vers le sol parce qu'il sera déjà tout près du point bas. Donc l'exercice, c'est simplement d'avoir la hanche vers l'avant et de faire des swings en ayant la sensation de tourner autour d'un point fixe au niveau de la hanche gauche, de la hanche avant. De profil, ça nous donne... Donc je tourne autour de ce point fixe qui est à l'avant. Tout ça pour que le joueur puisse se concentrer sur la rotation, puisse se concentrer sur la partie avant du cercle, avec le club qui revient comme cela vers l'intérieur, plutôt que de l'avoir qui repart vers l'extérieur. J'aimerais que l'on compare ici deux coups frappés par ce golfeur.
Donc le premier coup ici, on voit qu'il a un angle d'attaque légèrement descendant, à peine, mais légèrement descendant, une direction de swing de 5,6 degrés vers la gauche et un chemin de club 4,9 degrés extérieur-intérieur. Et si on regarde la position d'adresse, on voit par exemple ici que le manche est incliné vers l'arrière. Et j'aimerais que l'on compare ce swing à celui-ci, où cette fois-ci, il a un angle d'attaque de 3,3 degrés ascendant vers le haut, une direction de swing vers la droite et un chemin de club 2,1 degrés intérieur-extérieur. Donc si on compare ces deux swings, et je vais les mettre côte à côte, pour bien comparer. Donc la première chose que l'on remarque, c'est à la position d'adresse, et je vais les agrandir un tout petit peu. À la position d'adresse, le joueur de gauche qui avait l'angle d'attaque vers le bas et le chemin extérieur-intérieur, si on regarde sa position de balle, elle est légèrement en avant de l'épaule avant. Si on regarde le joueur à droite, sa position de balle est légèrement en arrière, très proche du point bas. Donc, on peut également regarder au niveau de la hanche, comme la hanche se situe davantage vers l'avant par rapport à l'épaule. Donc, il a davantage de poids vers l'avant et il a la balle davantage en retrait dans l'image de droite par rapport à l'image de gauche. Si on fait ensuite jouer le swing, et ceci c'est un joueur, il est classé 18, c'était juste une leçon, on voit que les hanches, tout se décale un peu vers l'arrière. On va comparer à ensuite, ça se décale, mais moins, je dirais que la tête reste relativement bien centrée, les hanches sont définitivement plus vers l'avant. On le remarque notamment à la position du genou avant, ici, qui est allé moins vers l'arrière. Ensuite, si on continue et on descend, il va venir frapper la balle, le manche sera légèrement en retrait. Rappelez-vous ici, c'est un angle d'attaque descendant légèrement, malgré le fait que le manche soit en retrait. Donc là, très important à vraiment bien le comprendre, il n'y a pas de corrélation entre l'angle du manche et l'angle d'attaque a priori, ou en tout cas une corrélation que très très faible. Et donc il a cette position du manche vers l'arrière, et on compare au joueur de droite, où il aura le manche un pile poil un peu plus vers l'arrière, vers l'avant, mais là encore pas parfait du tout. On voit qu'il commence à avoir beaucoup moins de rotation, le joueur de droite, par rapport au joueur de gauche, ce qui explique en large partie le chemin d'avantage intérieur-extérieur. Si on continue, on le verra bien, on va s'arrêter ici, quand le manche, les bras sont plus ou moins parallèles au sol. On verra que à ce même point du swing, juste ici, il a tourné les épaules 10, 15, 20 degrés davantage dans l'image de gauche. Il a moins d'extension dans l'image de gauche. Donc, par exemple, la jambe gauche est un peu plus fléchie que dans l'image de droite. Bien sûr, il a encore plein de choses à travailler pour que cette image soit plus clean. Mais juste en faisant ces choses, il a réussi à transformer son approche en intérieur-extérieur et il a commencé à avoir un angle d'attaque ascendant. Tout ça parce qu'il a vu davantage de poids vers l'avant, davantage le manche vers l'avant. Si on regarde maintenant de profil, la première chose que l'on va voir, c'est le fait qu'il a relevé le niveau du manche dans l'image de droite, qui est celle avec l'angle d'attaque ascendant et le chemin intérieur-extérieur, par rapport à l'image de gauche où le manche était plus bas. Ensuite, si on continue, la grande différence ici va être au niveau du downswing. Donc ici, le manche trace par l'épaule arrière, le manche est au-dessus de l'avant-bras droit. Si on s'arrête à P6, on va voir que la tête de club se situe à droite des mains. Alors que dans l'image de droite, on va voir que ici le manche trace davantage l'avant-bras droit. Et si on s'arrête à P6, la tête de club est sur les mains ou à gauche des mains. Donc il y en a un où c'est l'approche extérieur-intérieur. On voit la tête de club vers l'extérieur là. La tête de club davantage approche de l'intérieur sur l'image de droite. Et très important de noter ici, lors de l'impact, c'est la différence entre la partie visible
du bras gauche. Donc on voit bien dans l'image de droite qu'il y a davantage de bras gauche visible par rapport au bras droit, par rapport à l'image de droite. Cela est très important lorsque l'on veut notre approche intérieure-extérieure pour un petit draw et un angle d'attaque qui soit relativement neutre. Au début de la vidéo, j'avais montré ce comparatif avec deux positions juste après l'impact et je demandais dans laquelle on aurait l'angle d'attaque le plus descendant, dans laquelle on aurait le loft dynamique le plus élevé et lequel de ces deux aura un angle d'envol plus élevé de la balle par rapport à l'horizon. Donc, j'espère que vous avez bien répondu. Si on avance, voici les réponses. Donc, l'image de gauche avait l'angle d'attaque descendant de 4,5 degrés, malgré la position très en arrière des hanches et des épaules, par rapport à l'angle d'attaque ascendant de 3,5 degrés dans l'image de droite, avec les hanches beaucoup plus vers l'avant et la tête beaucoup plus centrée. Si on regarde le loft dynamique, c'est-à-dire le loft présenté à l'impact, sur l'image de gauche, il était de seulement 8,9 degrés, malgré la position où on a la tête du club qui dépasse les mains, alors que sur l'image de droite, il était de 11 degrés, malgré le fait qu'on ait bien le bras gauche et le club en ligne, et qu'au moment de la frappe, qui était 10 cm avant cette image-ci, on aurait eu le manche incliné vers la cible. Donc lequel a un angle d'envol également plus élevé, celle qui va aller le plus haut, c'est celle sur la droite en fonction du spin sur la balle. J'espère que vous avez bien répondu à ces questions et j'espère que suite à la vidéo, vous seriez maintenant capable de vraiment bien expliquer le pourquoi. Si on veut bien jouer avec le driver, il faut avoir les hanches vers l'avant. On ne veut pas sacrifier la géométrie du swing sous prétexte d'essayer d'avoir un angle d'attaque ascendant, sous prétexte d'essayer d'avoir davantage de vitesse, sous prétexte d'essayer d'envoyer la balle en l'air. Toutes ces choses sont réalisées avec l'image de droite, pas celle de gauche. Je ne pouvais quand même pas faire toute une vidéo sur le driver et ne pas parler du contact. Donc une des raisons pour lesquelles le driver est un des clubs les plus difficiles à utiliser, c'est que lorsqu'on a un scénario où le spin loft est plus petit et réduit, cela veut dire que n'importe quelle différence entre l'orientation de la face de club et la direction dans laquelle se dirige la tête du club à l'impact va créer davantage d'effets. Donc beaucoup plus facile de mettre de l'effet sur un driver que sur les autres clubs. Ensuite, si on pense à l'effet d'engrenage, il y en a davantage sur un driver. Et si on frappe vers la pointe du driver, ça va augmenter le draw ou ça va diminuer le slice. Si on prend la balle davantage vers le talon du driver, ça va augmenter le slice, ça va diminuer le draw. Ensuite, si on pense sur l'autre effet dans l'autre sens, si on frappe la balle haute sur la face du club, ça va réduire le spin. Et si on prend la balle basse sur la face du club, ça va augmenter le spin. Dans tous les cas, quand on ne prend pas la balle centrée, la balle aura moins de vitesse. Donc, c'est très important avec le driver de pouvoir centrer la balle. Car quand ce n'est pas fait, c'est très difficile de s'analyser tout seul et de savoir vraiment pourquoi la balle a pris tel ou tel effet. Heureusement, Trackman nous donne des images telles que celles sur la gauche qui nous permettent de vraiment analyser où s'est fait le contact et pourquoi la balle vole de telle ou telle façon. Heureusement pour vous, ici, il y a une solution. Vous avez un Trackman à 3 euros, un spray, un dry shampoo que vous mettez sur votre face de club et je vous recommande fortement de le faire et de regarder un tout petit peu où se produit votre contact. Et si vous le regardez, si vous voyez que c'est vers le haut et vers la pointe, essayez de le décaler de telle sorte que ça revienne vers le milieu. Si vous en prenez confiance, ça sera beaucoup plus facile de le changer. Donc ça reste très difficile parce que le club est très long, très difficile de l'avoir en plein centre. Mais je pense que si vous faites tous les exercices dont j'ai parlé, je pense que si vous avez bien suivi, il n'y aura aucun problème. Allez, amusez-vous. Nous sommes donc arrivés à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir visionné. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi, je dis toujours à la fin de la leçon que
S'il y a juste un élément ou une chose que vous ferez différemment suite à la leçon, c'est qu'elle a été bénéfique, c'est qu'elle nous a apporté quelque chose. Je pense que vu le contenu de cette vidéo, il y a eu énormément de choses dont on a parlé. Et je pense que si vous la visionnez, la revisionnez, à chaque fois, il y aura un petit grain de sel, il y aura un petit quelque chose en plus que cela va apporter à votre jeu, auquel vous allez penser, vous allez cogiter. Et cela va vous permettre de continuer une voie ascendante et une voie de progression. Néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis jamais loin. Jouez bien, jouez mieux. Ciao.